Bonjour à tous, on va démarrer. Biosourcé. Biosourcé, c'est le thème de la conférence. Vous ne vous êtes pas trompé, nous sommes ici pour parler de solutions biosourcées. Je ne suis pas Prisca Lopez, je suis Nicolas Fourré, prescripteur sur Auvergne-Rhône-Alpes pour la société Saint-Gobain-Weber, et voici Vincent Médard. Vincent, moi je suis le responsable du développement commercial de l'ITE chez Saint-Gobain-Weber. Et oui, vous n'avez pas la chance d'avoir Prisca, mais Nicolas, qui est notre responsable prescription sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, fera très bien le travail. Voilà. En premier lieu, on va remercier Energy Meeting de nous donner la possibilité d'avoir la parole aujourd'hui. Et on vous propose donc d'avoir une présentation sur ce que l'on peut faire en biosourcé dans la construction et notamment en isolation thermique par l'extérieur et comment réussir à faire une ITE dite verte biosourcée. Pour cela, on va prendre 5 étapes. Une première qui est de définir l'engagement de Weber en matière de RSE et nos activités. Ça va être assez rapide. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller assez rapidement vers comment choisir une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, en présentant les isolants biosourcés. On va attirer votre intérêt, votre vigilance sur quelques points qui sont assez importants. Et puis on fera un retour d'expérience sur des chantiers qui sont assez emblématiques autour de ce type d'isolant. Donc premièrement, Weber, c'est une société, c'est un mortiériste. Nous fabriquons des mortiers et nous définissons des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur pour notre cas aujourd'hui. Donc nous développons des mortiers, des enduits de façade, nous développons des produits pour la rénovation du patrimoine à base de chaux aériennes, nous développons des produits également qui servent à faire des sols décoratifs, type béton ciré, granito. Nous avons également un système de produits autour du carrelage pour aller sous les carrelages, pour faire de l'isolation phonique et de la protection, et des produits pour la gamme de gros œuvres et pour les travaux publics. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'isolation thermique par l'extérieur, c'est-à-dire des systèmes. Au travers de cet ensemble-là, ce qui est important de rappeler, c'est que nous avons un engagement autour de la responsabilité sociétale et environnementale qui est assez fort. On cherche à avoir une neutralité carbone pour 2050. On essaye de diminuer les gaz à effet de serre de moins 30% sur un objectif 2025. On va baisser les consommations de matières premières primaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser de plus en plus des matières secondaires dans nos productions, et on va baisser les emballages plastiques, et on va essayer de valoriser, à la fois en interne et en externe, les déchets qui sont conçus par nos activités. Je t'en prie. Tout à fait, donc c'est des engagements, on assiste sur ce point et on profite de cette présentation pour vous les redonner, parce qu'ils ont été réécrits par Weber en fait l'année dernière. Donc ça se traduit, comme vous le savez, sur beaucoup d'actions au quotidien chez nous, que ce soit en interne ou en externe, donc avec nos clients. Faut savoir qu'aujourd'hui, presque tous les sites Weber sont alimentés par de l'énergie verte, donc de l'éolien ou du solaire, donc je pense que ça commence quand même déjà par là. La consommation de nos matières premières, on travaille sur différents sites et sur différents produits, mais par exemple, on va utiliser des cendres de biomasse pour réduire l'empreinte environnementale de nos produits. Donc, c'est déjà plusieurs produits qui en sont équipés aujourd'hui, sans limiter leurs compétences techniques. 50% de nos emballages aujourd'hui sont de matières plastiques dégradables. Et enfin, valoriser nos déchets. Alors là, ça joue sur beaucoup de niveaux. Donc, bien sûr, en interne, mais on accompagne surtout nos clients en externe. On développe des services. Sur la gamme Sol, on a développé le Weber Truck. Donc, je vous invite à aller regarder. Donc, c'est un camion qui apporte de la chape fluide à prise rapide directement sur les chantiers. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de limiter l'emploi du sac, qui chez nous représente beaucoup de déchets.
On peut avoir en ITE l'apport de notre sous-enduit directement en Big Bag sur les chantiers avec un système par silo qui donne un produit prêt à l'emploi. On va avoir sur la gamme carrelage le Weber pompe dans le même état d'esprit. Donc le but, c'est de vraiment limiter les déchets sur nos chantiers. On fait des partenariats aussi avec tous nos fournisseurs d'isolants pour avoir des systèmes de récupération directement sur les chantiers. Bien. Donc tout ça, ça nous conduit à avoir une médaille Platinium EcoVadis, qui est la plus haute distinction en matière de qualification de l'engagement RSE. Ça se traduit donc par un emplacement régional, des activités régionales, des services régionaux, et pour le coup, on est assez régional sur le secteur. Voilà. 90% de nos produits sont sourcés en France, sont d'origine France garantie. Ça fait que nous sommes le premier producteur français utilisant des matières premières françaises. C'est vrai que notre maillage, il a quand même permis, et on l'a encore vu avec le Covid, ça nous a permis d'être réactifs, ça nous a permis de balancer certaines productions sur différents sites quand on a eu des soucis, comme tout le monde. Donc en fait, on a une vraie carte à jouer sur la proximité de nos clients, la proximité et de jouer sur le local. Et c'est quelque chose qu'on continue de mettre en avant et qu'on continue de pousser pour faire grandir les économies qui sont autour de nos usines. Donc, Saint-Gobain Weber, c'est une société de Saint-Gobain. L'ADN, c'est l'innovation. À savoir que nous avons aujourd'hui un produit sur 4 qui n'existait pas il y a 5 ans dans le groupe. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter ce qu'on a fait en matière d'isolation thermique par l'extérieur avec des isolants biosourcés. Ce sont des choses qui ont été développées. Pour certains, il y a déjà plus de 5 ans. Pour d'autres, c'est relativement récent. Donc on va rentrer là-dedans. Moi, ce que je te propose, Vincent, c'est de nous expliquer ce qu'est un produit de construction biosourcé. Qu'est-ce que c'est ? Alors, oui, tout à fait. C'est vrai que le mot biosourcé est ressorti très régulièrement sur les 2 dernières années, et il y a eu un petit peu un flou autour de tout ça. Donc il faut déjà savoir que ce sont des produits qui sont normés. Il existe la norme ENEF 16575. Donc quand on parle de produits biosourcés, on parle de produits issus de la biomasse, donc biomasse d'origine biologique, donc végétale ou animale. Et ce sont des produits ou des kits d'ailleurs qui sont fabriqués en vue d'être mis en œuvre sur des ouvrages de construction. Par contre, il y a quand même ce qui a créé un peu toute la difficulté, c'est que la norme ne définit pas de pourcentage minimum à contenir. Donc un produit qui a 1% de biomasse peut être considéré comme un produit biosourcé. Pourtant, on sait pertinemment que son empreinte carbone et son impact environnemental sera beaucoup plus fort que si vous avez un produit qui est 100% biosourcé. Donc on vous demande quand même d'être vigilant sur cette notion. Donc nous, quand on vous parle d'apporter par exemple un isolant qui est 100% biosourcé, ça a une vraie différence. Ça viendra s'exprimer au travers des FDES qui sont aujourd'hui vérifiés et sur lesquels on a un travail qui a été fait pour définir quel est l'impact carbone, notamment des isolants qu'on a sélectionnés. Donc notre travail a été de sélectionner des isolants et de faire en sorte que ça rentre dans nos gammes. Vincent, moi ce que je te propose, c'est que pour bien expliquer comment on choisit une ITE, on rentre sur quelques critères que sont la résistance thermique. Oui, il y a plusieurs critères. Ouais. Effectivement, donc la résistance thermique en est un. Donc, quand on parle de résistance thermique, on parle déjà de conductivité thermique. Donc la conductivité thermique, elle se caractérise par ce qu'on appelle le lambda. Donc en fait, c'est la quantité d'énergie traversant 1 mètre carré de matériau d'1 mètre d'épaisseur pour une différence de 1 degré de température. Donc en fait, c'est l'aptitude de votre matériau à se laisser traverser facilement ou non par la chaleur. Et une fois que vous avez considéré cette conductivité thermique, on peut parler de résistance thermique, donc qui elle va s'appuyer donc sur votre lambda et sur l'épaisseur de votre isolant. Et donc ça va représenter la facilité que la chaleur va avoir à traverser votre isolant par conduction. La deuxième chose, la résistance thermique, c'est une chose.
Mais le déphasage thermique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans les exigences, et on aura certainement des grosses discussions avec la RE 2020, la RE 2020 pardon, autour du déphasage. Qu'est-ce que c'est le déphasage, si on remet un petit peu les choses en place? C'est là où, où je pense qu'on est en train de vivre un virage dans l'ITE. On s'est énormément concentré sur la résistance thermique pendant des années. Alors effectivement, hein, ça apporte un vrai confort l'hiver. Ça permet de réduire nos consommations d'énergie. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour aller vraiment apporter un confort tout au long de l'année. Si on veut vraiment regarder dans le détail, il faut qu'on aille vers des isolants qui ont la capacité du coup de stocker de l'énergie. Et du coup, que ce soit de la chaleur ou de la fraîcheur, en fait, pour limiter les variations thermiques du bâtiment. Et donc, c'est là où on parle plutôt d'inertie, en fait, d'inertie thermique. Alors donc ça, le déphasage, c'est quelque chose qui va avoir de l'impact, si on comprend bien, sur ce qu'on appelle la notion d'inconfort thermique dans le bâtiment. On va voir au cours de la présentation quelles sont les caractéristiques des différents isolants pour bien choisir. La notion de perméabilité à la vapeur pour un mètre d'ouvrage, c'est quelque chose aussi qui est très important. C'est la capacité de l'isolant à permettre à la vapeur de le traverser. Et donc, si on fonctionne sur un isolant, ça va fonctionner aussi sur sa finition et sur l'ensemble. Oui, oui. Alors, ça va avoir un impact déjà sur l'hygrothermie du bâtiment et sur la régulation de l'humidité du bâtiment. Par contre, je me permets quand même de revenir sur le déphasage. Un déphasage peut être intéressant à partir du moment où vous avez des valeurs qui dépassent quand même le temps d'une journée. Quand on travaille sur un déphasage par exemple de 12 heures, c'est là où ça devient intéressant. Il va pouvoir emmagasiner la chaleur tout au long de la journée, et avec on va dire un cycle nocturne suffisant, une fraîcheur la nuit, vous allez pouvoir reconstituer vraiment le cycle du produit. Donc, comme tu le disais, la RE 2020 va nous amener sur ces sujets-là. Il va falloir commencer à prendre en compte vraiment quels sont vraiment les temps de déphasage de vos isolants si vous voulez apporter un confort tout au long de l'année. Bon. Alors, nos isolants biosourcés, qu'est-ce qui existe dans nos gammes? D'abord, le liège. Le liège, c'est un isolant qu'on a mis sous système depuis maintenant 5 ans. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Le liège, c'est un matériau qui est issu... Elle passe toute seule. Elle passe toute seule. Elle passe toute seule. Il y a un tempo, donc on va faire un peu... Le liège, c'est un très beau matériau. On a fait un partenariat avec Amorim. On l'a lancé en 2017. Donc 100% recyclable. C'est un produit sans aucun additif chimique. Je laisse faire. Ouais, laisse sur cette slide, ça sera plus simple. Donc sans aucun additif chimique, pourquoi? Si vous voulez, quand on récolte le liège, on récolte les copeaux de liège et on va venir les passer dans une vapeur d'eau qui est à 300 degrés et ça va libérer en fait la subérine du liège. Donc c'est la résine naturelle du liège qui va nous permettre ensuite de pouvoir les agglomérer entre eux et de former les panneaux. Donc quand on dit il y a zéro additif, c'est voilà. Donc vous avez là devant vous un produit qui est 100% biosourcé. Avec le liège, on arrive quand même à avoir des performances qui sont intéressantes. Pas les meilleures du marché, mais intéressantes. On a une conductivité thermique, donc un lambda à 0,40, donc on a un léger écart avec, par exemple, le plus classique, un polystyrène. Dans votre tête, en gros, ça veut dire que si vous mettez un polystyrène de 14 cm en blanc, vous serez en 15 cm avec du liège. On a un déphasage. Du coup, comme on le disait, et on pourra vous montrer les valeurs parce qu'on les a étudiées avec l'ENSTIB, qui est très très intéressant, et notamment sur un support béton. On a un lambda préservé. Alors là aussi, il y a eu des études, c'est-à-dire qu'on a enlevé du liège après 45 ans, et on a constaté que du coup, il n'y avait aucune déperdition thermique de la part de l'isolant, donc il se maintient dans le temps. Et enfin, il est imputrescible. C'est un produit du coup, qui a une très forte résistance à la compression, ce qui nous permet de répondre sur des ouvrages en partie de sous-bassement et même d'aller en partie enterré. Donc, ce qui signifie qu'on a un matériau qui a déjà plus de 50 années de retour d'expérience, qu'on exploite nous depuis 5 ans. Donc on est des petits jeunes sur l'exploitation de ce matériau en tant que tel, et qui va se trouver
donc sur de la construction traditionnelle, mais aussi sur de l'ossature bois. Donc il vient en complément de solutions déjà imaginées auparavant. On a voulu aussi, à travers, quand vous développez des systèmes, il faut réussir aussi à se rapprocher des conditions de mise en œuvre actuelles sur les chantiers. L'avantage avec le liège, c'est qu'il se pose exactement de la même façon que les autres isolants. Il n'y a rien qui change au niveau de notre système. En termes de découpe, je dirais que c'est plus simple même qu'une laine de roche. Et vous avez un produit qui est même un peu plus léger. Donc voilà, le but c'était de ne pas perturber les entreprises. On sait qu'à partir du moment où vous mettez un nouveau produit sur un marché, c'est jamais évident. Ils savent qu'il y a des paramètres qu'ils ne peuvent pas forcément prendre en compte. Donc là, vous avez vraiment un produit, une fois qu'on leur a expliqué, qu'on leur a montré, ils prennent rapidement la confiance, ils ont compris qu'il n'y avait rien qui changeait par rapport à leur méthode de mise en œuvre habituelle. Alors, en complément, toujours dans l'innovation, on a travaillé les systèmes ITE avec de la fibre de bois. L'idée, je vous rappelle qu'un système, c'est un ensemble complet. Et quand on dit qu'on l'a travaillé, ça veut dire qu'on a déposé des dossiers pour avoir les avis techniques, on a fait des essais de PV-feu, etc. Donc on va le voir un petit peu en détail. Alors si on regarde en détail la fibre de bois, Vincent, qu'est-ce qu'on peut relever de particulier? Déjà, je vais faire une petite transition. Il ne faut pas oublier que le liège, c'est un produit qui est récolté à la main. D'accord. Donc on n'arrivera jamais à des capacités pour pouvoir couvrir l'ensemble des demandes du marché. Ça reste un produit très noble. Le liège se régénère tous les 9 ans et il n'y a aucune industrialisation possible dans la récolte. C'est fait à la main, c'est fait à la hache. Donc on ne peut pas se permettre de répondre avec cet unique produit sur toute la partie biosourcée. Mais on ne détruit pas l'arbre. C'est-à-dire qu'on va prélever son écorce sans le détruire. Donc il a une capacité à continuer à vivre et à produire du liège au pain a posteriori. Donc on s'est aussi doté d'un système qui est la fibre de bois, donc avec une conductivité thermique à 0,39. Donc là pareil, on est sur des valeurs très intéressantes. Un temps de déphasage, c'est tout simplement un des meilleurs temps de déphasage qui existent sur le marché. Donc pour le confort d'été, c'est une vraie réponse. En termes de production, idem, ça répond à nos engagements qu'on se fixe aussi à utiliser des produits qui vont pas générer de poussière, zéro déchet sur les chantiers, très peu d'eau usée à la production. Et du coup, avec une composition qui est quand même très très proche d'un 100% biosourcé, parce qu'on est entre 93 et 97%. Donc ça répond à des très fortes exigences. Alors, ce que je propose, c'est qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on regarde en détail comment est-ce qu'on peut positionner les isolants les uns par rapport aux autres. On a amené une petite maquette, mais qui forcément va pas circuler au milieu de tout le monde. On a beau être vert et fier et sans esprit d'attaque, on va pas faire circuler le Covid. Ici, on se retrouve avec l'ensemble des isolants qui ont été certifiés, avec ici deux sous-enduits, un sous-enduit en 2 passes et puis une finition. Donc vous pouvez voir qu'en fait, un de nos concepts, ça a été de définir un ensemble d'isolants qui sont pertinents sur le marché avec les différentes approches qu'on a évaluées, c'est-à-dire la résistance thermique, le déphasage thermique, la perméabilité à la vapeur, et de pouvoir positionner les uns par rapport aux autres en fonction de leur performance. Donc ce que vous voyez ici, en fait, on va le retrouver là sur ce tableau. Alors Vincent, je te propose de prendre le relais. Donc vous pouvez voir sur le tableau, donc ça vous reprend un peu les ensembles des isolants de notre gamme. On vous a mis du coup des valeurs pour une épaisseur à 3,7, qui est la valeur qu'on va chercher pour avoir les aides et souvent la valeur de référence. Ensuite, on a rentré les 2 notions importantes pour calculer un déphasage, donc c'est la capacité thermique massique et la masse volumique. Et du coup, ces données-là, on les a fait donc avec l'ENSTIP, ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'École nationale supérieure d'ingénierie du bois. Ça a été très intéressant parce que du coup, ils nous ont sorti des valeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pris 2 supports différents. On a pris le béton et le COB. Ça fait quand même grandement varier les temps de déphasage, mais on arrive à des valeurs qui sont quand même très intéressantes en liège et en fibre de bois, avec entre 13 et 16 heures sur des supports béton.
Donc ça complète parfaitement une journée, ça nous permet de vraiment contenir la chaleur tout au long de la journée. Et ensuite, bon, sur COB, on réduit un petit peu ces valeurs, mais on reste quand même à 10, entre 9 et 10 heures. Donc voilà, c'est des produits qui sont intéressants et qui permettent de répondre à ces notions. Alors, comprenez que ces valeurs-là, elles sont présentées de façon un petit peu brute, mais effectivement, elles sont contextualisées, c'est-à-dire qu'on les a mis sur des ossatures bois, sur des supports béton. C'est important parce que si on prend l'ensemble sans contexte, c'est souvent assez différent. Tout comme une analyse de cycle de vie, si c'est juste chaque élément les uns mis à côté des autres, c'est plus difficile à comprendre que quand on ensemble le système complet. Je voudrais qu'on prenne le temps de parler de la certification feu. Il nous reste 5 minutes avant de vous laisser la parole pour poser des questions. Donc on va essayer de le faire relativement rapidement. Tous nos systèmes sont testés avec les essais les pires, en grandeur réelle. Et aujourd'hui, nous avons, en dehors du polystyrène, qui reste un matériau fragile au feu, mais malgré tout, conforme aux réglementations, nous n'avons pas besoin de protection feu, de bande de protection feu dans nos systèmes ITE. Sur le polystyrène, on a réussi, grâce à nos enduits à base de chaux aérienne, à réduire la quantité de bandes coupe-feu. Nous sommes à 1 sur 2. Donc, dès lors qu'on est sur un système qui rentre dans les premières, deuxième et troisième familles de bâtiments, vous pouvez utiliser nos systèmes sans mettre de bande coupe-feu. C'est important. Chaque système a son essai, son PV-feu. On connaît les contraintes que ça peut amener sur un chantier, et là je pense plus aux entreprises. Donc c'est important de le préciser, et c'est une facilité d'application, de mise en œuvre et de calcul pour tout le monde. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour nous d'avoir eu l'audace de pouvoir passer ces essais et de les valider avec le CSTB pour ne pas mettre de protection incendie. Voilà. Donc aujourd'hui, les systèmes principaux biosourcés sont avec une FDES vérifiée. Nous sommes en stockage de carbone sur certains systèmes. Ça veut dire, pour être simple, que si on prend le cas du liège, on va stocker, pour être à peu près simple, entre 7 et 14 kg de CO2 par mètre carré, c'est l'unité fonctionnelle. Ce sont des analyses de cycle de vie qui sont faites sur le système complet, du berceau à la tombe, avec un certain nombre de règles de calcul, dont la CV dynamique. Si c'est des questions qui vous intéressent, on pourra en discuter un petit peu plus tard. On l'a mis entre parenthèses, mais c'est important de préciser que c'est sur le système complet. Souvent, il y a des FDES qui sont faits sur les isolants, parfois même sur une seule épaisseur d'isolant. Nous, on a pris le temps de faire des FDES sur la totalité du système, donc ça comprend nos sous-enduits, nos finitions, etc., et de les valider en totalité. Voilà. Alors, les finitions, c'est important aussi. On fait un petit crochet par les finitions qu'on met sur l'isolation thermique par l'extérieur. Le Weber Maxilin Silco, c'est aujourd'hui une des finitions phares. Tout à fait, c'est un produit qu'on sort cette année en France, mais on s'appuie sur 10 ans de recul avec l'Allemagne. La technologie Aquabalance, parce que c'est une vraie technologie, vient changer complètement le procédé habituel. Donc si vous voulez, on a dû réduire le nombre de biocides dans nos finitions. Ça a quand même une conséquence, c'est que ça a augmenté tout simplement la prolifération des algues et de tout ce qui était pollution végétale sur nos façades, chose sur laquelle on a fortement travaillé aujourd'hui. Le système Aquabalance, donc lui, n'a tout simplement pas de biocides pour la protection des façades. C'est un produit en fait qui fonctionne en 2 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand l'excès d'humidité va venir se déposer sur la paroi de votre façade, elle va dans un premier temps être absorbée pour ensuite être rejetée dans un second temps. Le but en fait, c'était de gommer cette phase où toutes les pollutions se développent. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec cette nouvelle finition. On a un classement GESVAC intéressant. V1W3. Et on a, grâce à ça, la possibilité d'être conforme sur tous les systèmes, y compris quand on cherche de la perméabilité à la vapeur. C'est ça, donc V1W3, vous avez un système qui est qui est imperméable à l'eau liquide tout en étant très perméable à la vapeur d'eau.
On vous fait un petit scan rapide des chantiers sur lesquels on a des choses intéressantes à dire, notamment le démonstrateur ABC à Grenoble qui a été fait avec Link City et Valode-Épistre. Je t'en prie, Vincent. Bah, tout à fait. Alors, on aime bien le mettre en avant parce que ça a été pour nous le tout premier ouvrage, on va dire, important qu'on a réalisé en Natura, et ça a été la confiance que nous a donné Link City dans notre produit qui était très novateur à l'époque. L'idée, le concept du bâtiment, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais bon, c'était d'avoir un bâtiment presque en autonomie complète, donc que ce soit en électricité, en eau. Donc vous pouvez le voir avec les panneaux solaires et la récupération d'eau. Il y a 3 cycles de récupération d'eau. Il y avait les habitants qui étaient dans le logement, qui devaient être au cœur du projet, donc ils ont été aussi sélectionnés. Et il fallait également mettre en œuvre des matériaux durables. Et c'est pour ça qu'ils ont sélectionné du coup notre isolant, donc le Webertherm Natura en liège. Donc voilà, on a 2000 m² d'installés à Grenoble qui permettent de venir voir, qui sont hyper accessibles. Ça permet de voir le fonctionnement, les gens sont là, et Grenoble Habitat surveille aussi ce qui se passe dans ces logements et a fait un programme aussi d'accompagnement vis-à-vis du confort d'été et comment gérer le confort d'été avec ce type d'isolant. Il y a un showroom au rez-de-chaussée, si vous voulez le visiter, n'hésitez pas. Et il y a des données qui nous seront remontées dans pas très longtemps, parce que du coup, il fallait quand même analyser sur un cycle complet pour voir vraiment ce que ça a donné et le comportement aussi des habitants des logements. Vincent, je propose qu'on passe la parole à la salle parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus de temps, allez-y. Bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et on peut également vous attendre dehors pour répondre à vos questions si ça vous intéresse. Bonjour. Bonjour. Concernant ces matériaux de produits naturels, quelle est la garantie de la stabilité dimensionnelle? Du système ou de... Que ce soit fibre de bois ou liège, oui. Est-ce que la stabilité dimensionnelle des panneaux est garantie ou est-ce qu'il y a des risques de variation? De variation et que le produit vienne voiler dans le temps? Voiler ou... Alors, je ne vais pas vous répondre là en direct. Est-ce que vous avez du recul? Alors aujourd'hui, les isolants, dans leur fonctionnement, ils ont été, ils ont les classifications ACERMI qui leur permettent d'être positionnés dans leur dimension, dans leur résistance, dans la résistance à la traction, etc. Le système est également analysé par le CSTB qui vérifie l'ensemble de ces éléments. Il y a des essais eau, air et vent, des essais au feu. Il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées. Vous rentrez dans le détail en disant quel PVDC a fait ça, c'est un petit peu difficile, mais par contre l'ensemble du système est qualifié sur... Et après c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose très souvent, notamment en polystyrène, où j'ai souvent répondu sur cette question. Sur le liège beaucoup moins, on est sur une production aussi qui est différente, avec une fabrication à la plaque, mais je reviendrai vers vous et on peut en rediscuter, mais j'ai une très bonne question, je viendrai vers vous. Bonjour, Sébastien Bayot pour les Compagnons du Devoir. J'avais une question par rapport au coût au mètre carré. Est-ce que vous avez un retour dessus? Tout à fait. Alors, on va parler, on est au mois de novembre, hein, il y a des hausses qui se préparent, etc. Mais si on parle de quelque chose, allez, on va dire d'il y a 6 mois ou 7 mois, on avait des prix un peu plus stables. Si vous voulez des notions, le liège va coûter à peu près 2 fois le prix d'une laine de roche, si jamais vous avez des notions de prix. Donc, je parle juste de la matière. Et après, la fibre de bois, c'est un peu plus connu, mais je suppose que peut-être vos questions portaient surtout sur cet isolant-là. Voilà, donc on est à peu près à 2 fois le prix. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à lisser sur des gros bâtiments, forcément, parce que le temps de mise en œuvre est identique. Donc on arrive un petit peu à réduire l'écart. Et c'est surtout qu'en fait, c'est souvent, enfin, tous les chantiers presque qu'on réalise en liège, il y a une vraie démarche pour aller chercher les aides. Et on a même eu des chantiers où les aides ont non seulement compensé, mais des fois permis d'acheter moins cher que si on avait mis un isolant classique. Et souvent, en fait, le liège va être utilisé justement pour son pouvoir à stocker du carbone, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément s'arrêter à juste obtenir les aides, on va un petit peu plus haut pour pouvoir stocker encore plus de carbone et avoir un bilan carbone de l'ouvrage qui est plus vertueux.
On vous remercie. Ah, pardon. On vous remercie. On vous propose de vous voir juste après. Il y a d'autres personnes. On est désolé.